Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1, Denise Epoté de TV5 Monde et Louis Magloire Kemayou du Club de la presse africaine. Et c'est autour de 3 sujets cette semaine. La Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro sous le feu des médias à propos de cette découverte d'une cache d'armes chez l'un de ses proches à Bouaké. Au Maroc, la contestation populaire du RIF connaît un écho national et le pouvoir, de son côté, promet un programme d'infrastructure dans cette région pour répondre aux revendications d'ordre social. Enfin, des pays africains dans la mêlée de cet isolement diplomatique du Qatar par l'Arabie saoudite et ses alliés du Golfe. Tout d'abord, Denise, la Côte d'Ivoire et son président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à nouveau à la une de l'actualité. C'est à propos de cette découverte de cache d'armes, à Bouaké, chez son chef du protocole à l'Assemblée nationale. Alors, cette découverte remonte au 15 mai, mais depuis quelques jours, depuis quelques semaines, Guillaume Soro fait la une des médias. Son nom est relié à cette découverte d'armes et également à ces remous qui ont traversé l'armée ivoirienne depuis janvier. Oui, parce qu'on trouve que c'est lui qui instrumentalise un peu l'armée ivoirienne avec toutes ces mutineries successives qui ont eu lieu au mois de janvier et au mois de mai. Mais je crois que la crise qui se profile, en fait, c'est parce qu'on est à 3 ans de la fin du second et dernier mandat d'Alassane Ouattara. Alors pourquoi il le ferait donc, il le ferait pour répondre à des ambitions personnelles ? C'est évident, c'est évident. Il faut aussi comprendre un peu la gestion de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2002 avec les accords de Marcoussis qui ont quand même donné une légitimité à Guillaume Soro face à Laurent Gbagbo. Ensuite, il y a eu les accords de Ouagadougou 4 ans plus tard où il a eu un statut politique puisqu'il devenait le Premier ministre. Et puis enfin, au lendemain de la crise post-électorale, à la suite de son ralliement à Alassane Ouattara, il devenait le dauphin constitutionnel en étant président de l'Assemblée nationale, ce qui lui conférait d'ailleurs une immunité pour échapper à des poursuites judiciaires qui auraient pu le conduire à la CPI. Donc la nouvelle constitution de décembre 2016 l'a écarté de la succession, puisque avec la création de ce poste de vice-président. Mais on comprend un peu aujourd'hui le fait que Guillaume Soro se sente un peu écarté de cette succession de 2020. Alors, on va y revenir sur la question de la succession à travers des élections, normalement. Toujours à propos de Guillaume Soro, il nie tout de même toutes ces accusations. Il dit que c'est pas parce que cette cache d'armes a été découverte chez Souleymane Kagamaté, un de ses proches, et qui est chef de son protocole, que lui, il a quelque chose à voir avec cette affaire. Cela étant, Louis, il y a eu déjà un rapport de l'ONU, il y a quelque temps, qui accusait Guillaume Soro d'avoir accumulé pas mal d'armes. Oui, parce qu'on a quand même assisté à un simulacre, je pense même que c'était digne d'une production hollywoodienne, cette histoire de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, où on avait eu l'impression que tout le monde avait joué franc jeu et que la démobilisation des anciennes forces qui ont porté le président Ouattara au pouvoir. C'est-à-dire l'ancienne rébellion des forces nouvelles de Guillaume Soro. Oui, que tout le monde avait rendu les armes. Là, on se rend compte, avec étonnement, que finalement, il n'en est rien. Que le cœur nucléaire même des forces nouvelles a conservé le gros. 400 tonnes quand même d'armes. C'est pas comme si on avait 400 tonnes d'arachide. C'est quand même quelque chose de sérieux. Comment cela a-t-il pu être conservé aussi longtemps? Et puis à côté de cela, il y a autre chose qui est tout aussi à craindre. C'est que aujourd'hui, l'armée ivoirienne a tout sauf l'allure d'une armée républicaine, avec toutes ces revendications qui reviennent et qui délégitiment d'ailleurs l'armée. Parce que si on récompense davantage les mutins qui ont porté le président que l'armée nationale, on a l'impression qu'on fait tout sauf... Voilà, il y a un traitement de faveur. Et je ne parle même pas des officiers qui sont mis au banc aujourd'hui par rapport à la gestion courante des questions de sécurité et de paix. Alors, Stéphanie, s'il était avéré que Guillaume Soro serait peu ou prou derrière ces remous dans l'armée, derrière ces caches d'armes, dit-on, à travers le pays, c'est une façon claire de se montrer hostile à Alassane Ouattara.
Alors oui, d'autant que même si on le voit dans les médias pour dire qu'il n'est absolument pour rien dans cette affaire, il se sent quand même obligé de répondre. Hein. Il a donné plusieurs grandes interviews à des médias internationaux et pas à des médias ivoiriens pour répéter justement qu'il était fidèle à Alassane Ouattara. On veut bien le croire, cela dit, il y a des signes qui montrent son détachement, un effritement de la relation avec le président Ouattara, d'autant qu'avec le lancement de l'alliance du 3 avril dernier, où maintenant Guillaume Soro veut se faire le chant de la réconciliation, et en creux, quand vous lisez en plus la déclaration de l'alliance du 3 avril, en creux, c'est faire le constat que le président a échoué sur ces questions de réconciliation. Donc il se distingue en ce sens d'Alassane Ouattara. Et voilà. Alors, cela dit, Denise, vous dites que Guillaume Soro, peu ou prou, rappelle, si je puis dire, au président Alassane Ouattara qu'il n'a peut-être pas tenu un certain nombre d'engagements. Tout le monde sait que Guillaume Soro a l'ambition de succéder à Alassane Ouattara. Pourquoi ne se borne-t-il pas à constituer un parti? D'ailleurs, ses soutiens du 3 avril, du mouvement du 3 avril, n'excluent pas la création d'une formation politique. Pourquoi ne se présente-t-il pas juste en tant que candidat et attendre le suffrage des urnes? Oui. Finalement, a-t-il besoin d'être le dauphin officiel ou constitutionnel? Oui, mais c'est qu'il a été à un moment. Il a été à un moment le dauphin constitutionnel quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, avant que cette nouvelle constitution ne soit votée en 2016. Et puis, je pense que les acteurs politiques ivoiriens, en mettant au sein de l'armée, en constituant l'armée, comme le rappelait Louis Magloire tout à l'heure, en reprenant au sein de l'armée ivoirienne tous les comzones qui sont quand même des fidèles de Guillaume Soro, pensaient le couper de sa base armée. Ouais. Et on se rend compte que ces comzones lui sont restés fidèles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit derrière toutes ces mutineries la main de Guillaume Soro. Alors, quelle serait la solution aujourd'hui pour le pouvoir? Est-ce que ça va être un pourrissement de la situation jusqu'en 2020 ou est-ce qu'il faudra s'attendre à une opération de vérité, Louis, à propos du cas Guillaume Soro, puisque les médias en ont fait un cas, certains éditorialistes l'ont même traité d'armurier? Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prête beaucoup de choses à Guillaume Soro. On lui a prêté une cache d'armes avec la tentative de coup d'État au Burkina Faso. On lui a prêté des écoutes téléphoniques à un certain moment. Et là, aujourd'hui, on est dans un cas de figure où on estime qu'il est possible candidat, mais qu'il ne passera pas forcément par les urnes. Non, je crois que ce qu'il a surtout retenu comme leçon, c'est le sort qui a été réservé à son prédécesseur à la tête des forces nouvelles, le commandant Ibé. Il n'avait pas suffisamment de garde autour de lui pour assurer sa sécurité. Aujourd'hui, Guillaume Soro ne commet pas cette erreur-là. Il se donne les moyens de pouvoir riposter si jamais il était attaqué. Est-ce qu'il est légitime pour prétendre à la succession de Ouattara? Je pense que tout Ivoirien l'est, mais qu'aujourd'hui, avec tout le faisceau de soupçons qui converge vers lui, il devient le suspect préféré de toute la classe politique ivoirienne. Peut-être suspect à neutraliser, Stéphanie? Je ne sais pas, mais il faut dire, je pense que la comparaison va lui faire plaisir, mais c'est le Frank Underwood de la politique ivoirienne, House of Cards. Donc, je pense qu'il a aussi... C'est un hommage, ça, non? Alors, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent la série, c'est un peu ambivalent. Et effectivement, la personnalité de Guillaume Soro est aussi ambivalent, parce qu'il faut reconnaître son parcours. Depuis la FECI, il a su tirer son épingle du jeu à chaque fois. Denise rappelait tous les processus d'accord auquel il a participé. Il sait très bien qu'il est encore repoussoir chez une certaine partie des Ivoiriens. Donc c'est pour ça qu'il craint le suffrage des urnes aussi. Et c'est pour ça qu'il montre sa stratégie. En tout cas, il essaye de... Ce serait pas aussi affirmatif. Ce serait pas aussi affirmatif. Aussi repoussoir. Oui. Non, il a une partie. Alors c'est ça. Je pense que c'est peut-être scindé chez les Ivoiriens. Il y a une partie qui adore effectivement Guillaume Soro et il y en a d'autres chez qui ça reste le tombeur de Laurent Gbagbo. Voilà. Et l'on passe au Maroc, à cette fronde populaire qui a éclaté il y a quelques 6 mois dans le Rif, cette province montagneuse du nord-est du royaume, oubliée des radars sous le règne de Hassan II. Alors, des manifestations de soutien aux contestataires du Rif ont eu lieu dans plusieurs villes du royaume, du Maroc. Donc, c'était dimanche dernier. Le sujet est présenté par Karine Barzegard de TV5 Monde. Ils sont venus par milliers au cœur même de la capitale. Un immense défilé étendu sur près d'1 kilomètre le long de l'avenue Mohamed VI. En tête de cortège, les familles des militants emprisonnés, dont Nasser Zefzafi, leader du mouvement Rifin al-Hirak. Au total, 86 personnes ont été arrêtées dans la région d'Al-Hoceima ces 2 dernières semaines.
l'État croyait qu'avec ces arrestations, il va tuer ce mouvement contestataire. Or, maintenant, tout le monde se réclame de Zefzafi, un peu partout dans le Rif et dans le Maroc. Le maître mot des manifestants, la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers. À l'origine de cette marche, les islamistes du mouvement Justice et Bienfaisance, des partis de gauche, des militants de la cause Amazigh, mais aussi le mouvement du 20 février, fer de lance de la contestation démocratique au Maroc lors des printemps arabes. Et dans le cortège, ils sont nombreux à dénoncer le pouvoir marocain, parfois avec des mots très durs. Ce que nous demandons maintenant, c'est mettre fin à l'état despotique, mettre fin à cet état de mafiosie. Nous voulons une réelle démocratie, donc une participation active des citoyens. La marche a rassemblé 12 à 15 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 30 000 selon les organisateurs. Voilà, cette fronde a démarré, Denise, dans le Rif marocain, un peu comme les événements qui ont précédé le printemps du jasmin en Tunisie. Là, au Maroc, c'est un jeune vendeur de poissons qui a été happé, dans une benne. qui a été broyé par une benne à ordures. C'est sinistre et tragique. Et ça a provoqué donc des remous. Les jeunes se sont mobilisés, ont commencé à manifester. Ça a pris de l'ampleur petit à petit. Et effectivement, ça a permis de lever le voile sur cette situation sociale et économique quasiment en détresse du Rif. Alors, et cette crise a basculé ces dernières semaines, Denise, ces derniers jours, on peut même dire, sur un durcissement du pouvoir. Il y a eu donc plusieurs arrestations, dont le leader du mouvement de contestation. C'est vrai que Nasser Zefzafi a été arrêté, mais je crois que c'est la première fois aussi qu'on entend dans des manifestations que le roi est critiqué. C'est la toute première fois. Lui, le commandeur des croyants, les gens affirme que ce n'est pas un personnage sacré et qui peut même être critiqué. Donc aujourd'hui, ça prend une tournure à la fois politique et identitaire, puisque les gens du Rif réclament haut et fort leur identité, affirment haut et fort leur identité berbère. Mais je crois qu'il y a historiquement aussi, cette région a toujours été une région contestataire. Ça date de l'époque coloniale, du temps des Espagnols, parce qu'ils estimaient déjà qu'ils avaient été brimés par le colonisateur. Mais on sait aussi que cette région est une région de tous les trafics, le cannabis, la fraude, avec justement les enclaves de Ceuta et Melilla qui sont voisines. Même si, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des investissements du royaume dans cette région, mais qui selon les habitants du Rif, ne sont pas à la hauteur de ce qui a été fait dans le reste du royaume. Alors Stéphanie, pourquoi les autorités de Rabat ont tardé finalement à réagir, ont laissé quasiment la situation se pourrir, et puis ce qui s'est traduit aujourd'hui par une audience nationale, voire internationale, de ces problèmes, de cette contestation d'Al-Hoceima, la métropole du Rif. Pourquoi les autorités finalement ont minimisé Vous avez dit le mot, je pense qu'il y a une stratégie de l'oubli au début, parce que ça fait déjà quelques mois que la contestation dure. Il y a eu une stratégie de l'oubli au début, mais alors on a un truc qui est fabuleux maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Et alors, malgré l'arrestation d'un des leaders de la contestation, d'autres ont pris le relais sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos, ce qui oblige donc le pouvoir à prendre en compte cette contestation sociale. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il y a la région du Rif, mais il y a d'autres régions au Maroc, les régions rurales principalement, qui restent touchées par la pauvreté. Vous avez Al-Hoceima, c'est une ville où tous les habitants n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, alors, ça rappelle que le Maroc, malgré ses bons indicateurs économiques, reste un pays... il y a des zones grises, quoi. Exactement, et un développement inéquitable. Alors, Louis, une fois de plus, on voit une contestation au départ sur fond de revendications sociales déboucher sur des revendications d'ordre politique, puisqu'on a vu effectivement des manifestants revendiquer leur identité amazigh, c'est-à-dire berbère, se différencier ainsi finalement d'un pouvoir royal d'essence arabe. Non, mais ce qui se passe surtout, c'est que on est dans une zone où on a l'habitude qu'il y ait de la contestation. C'est-à-dire que le roi le roi Hassan II, avait déjà l'habitude de les avoir dans son viseur. C'est une région rebelle par tradition, comme le rappelait Denise. Elle est essentiellement rebelle, et Denise l'a rappelé suffisamment. Le fait aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que on est au lendemain des printemps arabes et on a l'impression que les mêmes causes peuvent causer les mêmes effets.
Au Maroc, ce sera compliqué pour 2 raisons principalement. La première, c'est qu'on est quand même dans une zone frontalière de l'Algérie et que le seul fait d'agiter le drapeau de la rivalité algéro-marocaine va calmer probablement le reste de la population par rapport à une adhésion à ce mouvement. Et la deuxième raison, c'est que les islamistes qui soutiennent ce mouvement ont été dans le gouvernement. Donc, quelque part, ils sont comptables également de la gestion mafieuse et tout ce que nous avons entendu de la région. Et donc, pour ces 2 raisons principalement, je crains que cela ne prospère pas beaucoup, mais ça apporte quand même une petite pierre dans le fait que dans l'édifice marocain où, jusqu'à présent, on voyait que tout était clair, tout était beau. Tanger, c'est la grande ville aujourd'hui qui va devenir le lien entre la Méditerranée et le sud de l'Afrique. Finalement, tout cela est beau, mais il y a quand même ces éléments qui montrent que l'immeuble, même s'il est beau, reste fissuré et le gros de la population au niveau du Rif reste quand même une population d'immigrés. C'est une zone où la pauvreté, y compris le chômage des jeunes, est à plus de 20%. Mais supérieur à toutes les autres régions du Maroc. Oui, absolument, on l'a dit, Hassan II a délaissé cette région n'attire peut-être pas les investisseurs, et cette région survit, Denise, grâce à la production de cannabis et le trafic. Le Maroc est l'un des pays qui alimente le plus l'Europe. Le premier pays. Avec les Pays-Bas. Avec les Pays-Bas et avec du hashish qui vient du Rif. Mais tout ça parce que les populations locales, l'agriculture locale n'est pas rentable, ne permet pas de survivre. Alors, Rabat a promis un vaste programme d'infrastructure, mais ce n'est pas la première fois qu'on avance de telles solutions. C'est pas la première fois que ces promesses sont faites et qu'elles ne sont malheureusement pas tenues. C'est bien pour ça qu'il y a toute cette contestation. Et d'ailleurs, parmi les manifestants, on entend souvent des discours hostiles à la politique, à l'offensive économique du roi en faveur de l'Afrique subsaharienne, en disant au lieu d'investir au sud, il ferait mieux d'investir dans le Rif et d'avoir l'adhésion de ses concitoyens avant d'aller conquérir des marchés en Afrique subsaharienne. Je crois que pour arriver à un dialogue, il faudrait, et ça c'est un préalable, libérer tous les manifestants pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table. Oui, ça va se terminer par un dialogue, non, entre le pouvoir et les contestataires, Louis ? Oui, probablement, parce que visiblement, le Maroc tient quand même assez bien au niveau des troupes. Là, il y a davantage de policiers qui ont été mis sur le terrain pour contrôler justement les débordements. Pour réprimer, surtout. Pour réprimer, oui, pour réprimer et arrêter pas le mot, pour l'instant. c'est réprimer. C'est pour utiliser un doux euphémisme, on contrôle la situation, mais le fait est que tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes de fond, qui sont un peu comme au niveau on a le Mali, comme ailleurs, plus bas, où des zones d'émigration très fortes sont là, et là, au niveau du Rif, c'est à la fois les problèmes d'agriculture, les problèmes de pêche qui font que la politique méditerranéenne du Maroc doit être renforcée en faveur de ces populations, notamment celle du Rif, sinon la bombe n'arrêtera pas d'exploser. Un dernier mot, Stéphanie, le gouvernement s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus de pénurie d'eau dans cette région jusqu'en 2035. Non, mais pour revenir sur la démocratisation, je crois que ce sera l'un des prochains défis du Maroc aussi. Et la Banque mondiale l'a dit aussi, que si le Maroc veut être un pays émergent à l'horizon 2040, il faudra libérer les citoyens. Voilà, RFI TV5 Monde, on en vient au dernier sujet d'Afrique Presse, l'immixtion de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne dans cette querelle diplomatique qui secoue le Proche-Orient. Voilà, avec comme pour toile de fond de cette affaire, un différend principalement entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. On fait le point avec Philippe Randrianarimanan de TV5 Monde. Grande manœuvre diplomatique. Le Qatar tente de rompre l'isolement imposé depuis le 5 juin par ses voisins du Golfe, Arabie Saoudite en tête, qui lui reproche son soutien au terrorisme et ses liens avec l'Iran. De Moscou à Londres, en passant par Berlin et Paris, le chef de la diplomatie qatarienne organise la résistance. En fait, Doha jouit surtout de l'aide de Téhéran, mais aussi de Ankara. Le président turc Erdogan monte au créneau. C'est comme si on avait prononcé la peine de mort contre le Qatar. Le pays est étouffé par les privations de nourriture, de médicaments et autres, y compris par l'interdiction de pénétrer l'espace aérien voisin. Si le Koweït se propose de jouer le médiateur, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Yémen et l'Égypte, à l'instar de Riyad, coupent les ponts.
Tous réclament un changement de politique du Qatar qui refuse. La crise s'enlise, même Washington, allié traditionnel des Saoudiens, est dans l'embarras. L'Arabie saoudite tente, elle, de minimiser les impacts économiques et sociaux de sa décision. Il n'y a pas de blocus sur le Qatar. Le Qatar est libre de ses mouvements. Les ports sont ouverts, les aéroports sont ouverts. Nous avons autorisé les déplacements familiaux entre les deux pays pour ne pas diviser les familles. Et nous sommes prêts à fournir au Qatar de la nourriture et des médicaments si besoin est. À Genève, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Zeid Ra'ad Al-Hussein, s'est dit alarmé par cette crise diplomatique du Golfe qui risque, selon lui, de causer encore plus de souffrance aux populations. Voilà, Denise, pas moins de 7 pays africains, le Niger, le Sénégal, le Tchad, l'Égypte, Djibouti, ou bien encore les Comores ont rappelé leurs ambassadeurs au Qatar, se rangeant donc du côté de l'Arabie saoudite et de ses alliés sunnites du Golfe, qui ont mis en quarantaine l'Émirat gazier. Alors, est-ce que ces États africains ont eu raison, en tant que membres d'ailleurs de la conférence islamique, l'organisation de la conférence islamique? Ils ont raison, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler la diplomatie du carnet de chèques. L'Arabie saoudite est une puissance économique très importante en Afrique. On sait qu'elle intervient au sein de la Banque africaine de développement, mais c'est également une puissance cultuelle, puisqu'elle abrite les lieux saints de l'islam. Donc c'est normal que les pays africains qui bénéficient du soutien économique de l'Arabie saoudite tourne le dos au Qatar. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a qu'un seul pays qui résiste, c'est l'île Maurice. L'île Maurice, c'est ça. Qui a confirmé au Qatar son soutien. Mais il y a quand même beaucoup d'autres pays qui affichent une certaine neutralité. Oui, une neutralité, mais... Soudan, Maroc, le Maroc, qui a même envoyé des vivres. Le Maroc peut être médiateur. Même la Guinée, par la voix de son président, qui est également le président de l'Union africaine. Mais cet embargo du Qatar tombe un peu mal. En plein Ramadan, on voit bien qu'aujourd'hui, aucun produit laitier, le pays ne peut être approvisionné par aucun pays laitier qui arrive du Qatar et qui se tourne de l'Arabie saoudite et qu'il est obligé de se tourner vers la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis. Oui, bien sûr. Alors, sur le fond de l'accusation de l'Arabie saoudite et de ses alliés, y compris donc d'Afrique subsaharienne, est-ce que ça tient debout ou pas? C'est-à-dire ces accusations de financement du terrorisme portées contre le Qatar? Louis. Ces accusations peuvent être portées contre l'Arabie saoudite également. Pendant très longtemps, on a considéré que l'Arabie saoudite était le siège avec le Yémen. Mais c'est pas fondé contre le Qatar? C'est fondé, mais c'est pas l'État. C'est pas une politique étatique. C'est des fondations, c'est des personnes physiques qui financent le terrorisme. Mais on ne peut pas imputer cela à tout un État. Et je pense que de toute façon, à terme, ce sera une question de gros sous qui se réglera autour d'une table entre grandes puissances du Golfe et que là, simplement, on assiste à un bras de fer entre des puissances qui estiment qu'elles sont très puissantes. Mais c'est une diplomatie à triple coup parce qu'on a l'Arabie saoudite, certes, mais on a surtout derrière les États-Unis et les nouvelles puissances émergentes que sont l'Iran et la Turquie. Donc c'est ça qui va faire qu'à un certain moment, si on se rend compte que le rapport de force est beaucoup trop égal et qu'on est dans une nouvelle guerre froide de l'islam, on arrêtera les faits. Donc on voit bien, Stéphanie, que cette crise diplomatique, finalement, a pour toile de fond d'autres motivations que la lutte contre le terrorisme. La concurrence entre l'Arabie saoudite et le Qatar est vieille depuis plusieurs années, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Je rebondis sur ce que vient de dire Louis. Et moi, je pense que c'est cette confrontation, finalement, sunnite au cœur du Moyen-Orient qui peut aussi redéfinir l'ordre géopolitique mondial. On voit avec les rapports de force avec la Russie, les États-Unis d'un autre côté. Après cette histoire de financement du terrorisme. C'est un alibi, c'est du sérieux, c'est quoi? Non, c'est qu'on appelle ça un prétexte. L'Arabie saoudite, je pense qu'elle ferait mieux aussi de balayer devant sa porte, notamment quand elle exporte son modèle wahhabite. C'est principalement de la concurrence. Le Qatar gêne. Al Jazeera aussi gêne beaucoup l'Arabie saoudite par sa liberté de ton. Donc voilà. Alors ce que je veux dire sur la réaction des pays africains, c'est que c'est quand même dommage. Alors pas tous, heureusement que le Nigeria, le Maroc, n'ont pas réagi. Mais on parle beaucoup d'indépendance monétaire, d'indépendance militaire. L'indépendance, elle est aussi diplomatique. Moi, je m'interroge sur quelle vision du monde ont ces pays qui ont répondu sur un claquement de doigts à l'appel de Riyad.
Alors, le président guinéen, vous l'avez dit, Denise, Alpha Condé, lui, a proposé sa médiation. Mais en tant que président de l'Union africaine, mais pas en voilà. tant que président de Guinée. Oui. Voilà, donc une attitude de... Pour l'instant, il n'a pas eu de réponse. Oui, voilà. Mais il a au moins affiché sa neutralité de bon aloi dans cette affaire. C'est une BA, comme on dit. C'est une BA, voilà. C'est aussi la fin de cette émission. Merci Denise Epoté, Stéphanie Hartmann, Louis Magloire Kemayou, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.